Pour replacer les choses dans leur contexte, la question qui nous intéresse, c'est celle de l'avenir de la Beaujoire. La Beaujoire au sens large, le stade et plus globalement le quartier. On part de plusieurs constats. D'abord, un silence radio depuis l'abandon du très médiatisé projet Yellow Park, qui avait été remplacé par un projet assez abracadabrant de double stade. Donc ces silences radio à la fois de la part de Valdemar Kita, le propriétaire du club. On a vu un communiqué laconique publié sur le site du club, mais depuis on ne connaît pas ses intentions par rapport à l'avenir de la Beaujoire. Un relatif silence radio aussi de la part des décideurs politiques, qui a entraîné un au moins relatif silence radio de la part des médias. Donc on a voulu, avec l'annonce de cet événement, provoquer une réaction, notamment médiatique, ce qui a plutôt bien marché, pour replacer au cœur des débats l'avenir de la Beaujoire. L'autre contexte, ce sont des bruits qui courent, selon lesquels Valdemar Kita, depuis l'abandon de ce projet Yellow Park, puis double stade, rechercherait du foncier. Alors non plus au sein de la métropole, puisque la métropole lui a indiqué, en raison de l'enquête pour fraude fiscale présumée, qu'elle refusait de lui vendre du foncier. Et visiblement, il y a une volonté de sa part d'aller rechercher du foncier au-delà de la métropole. On a entendu parler de Treillères, du Bignon. Selon les informations qu'on a, dire que ce sont de simples bruits, c'est un euphémisme. Visiblement, il y a une réelle volonté de sa part de délocaliser le stade dans lequel évolue le FC Nantes au-delà de la métropole, ce qui provoquerait, sans aucun doute, un tollé assez considérable. Donc on veut briser ce silence radio et provoquer des réactions, notamment politiques. Nous, on veut rappeler certains principes. Alors déjà que le stade de la Beaujoire est un équipement public, que les contribuables ont payé cher cet équipement public. On voyait aujourd'hui dans Ouest France que c'est un stade qui est resté dans son jus depuis 1984, pas vraiment. On peut rappeler qu'à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en 1998, les contribuables ont investi 8 millions. Rebelote pour la Coupe du Monde de rugby en 2007, 5 millions. Au cours du mandat en cours, 13 millions. 6 millions ont déjà été investis. Les 6,5 millions restants avaient été gelés en raison de Yellow Park, puis depuis l'annonce de l'abandon du projet, on a appris que finalement ils seront véritablement investis, donc ça fait 13 millions rien qu'au cours du mandat. Donc au total, pendant on va dire 25 ans, ce sont 26 millions qui ont été investis pour moderniser le stade de la Beaujoire et lui permettre de répondre au cahier des charges de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc les contribuables qui ont payé cher pour cet équipement, on estime qu'ils ont leur mot à dire, et notre objectif, ça va être aussi dans le cadre des élections municipales qui approchent, la campagne est en train de s'ouvrir, exiger de la clarté auprès des décideurs politiques, leur demander clairement quelle est leur vision de l'avenir de la Beaujoire, le stade comme le quartier. On nous a souvent fait croire que c'est une affaire privée, donc c'est un acteur économique qui va décider, qui s'appelle Valdemar Kita. Nous, on souhaite rappeler que l'avenir d'un équipement public, ce sont les élus qui vont le décider. Le projet Yellow Park, le coup d'envoi, il avait été donné par la présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland. Le coup de sifflet final, il avait été sifflé par la même personne, Johanna Roland, présidente de la Métropole. Donc notre association va vouloir placer les élus en face de leurs responsabilités. Et en tant que citoyen contribuable, on va exiger un maximum de clarté. Le contrat d'occupation du stade arrive à échéance en juin 2021. Donc les négociations, elles auront lieu après les municipales. Et on va vouloir que le futur président de la métropole, on va vouloir l'interpeller dès maintenant, interpeller les différentes listes pour qu'il y ait des engagements très clairs à ce niveau. Et voilà, donc aujourd'hui, le sujet qu'on a voulu présenter, c'est celui qu'on a appelé le projet FC Nantes Europe Museum. Plus globalement, la question qu'on veut poser, c'est celle de la modernisation du stade de la Beaujoire. Pour nous, c'est l'opportunité de recréer du lien entre le FC Nantes et le territoire. Pour nous, le bon sens et l'intérêt général, c'est de moderniser l'édifice. On avait, dans le cadre du projet Yellow Park, élaboré un contre-projet. Alors, c'était l'association Alain Nantaise ainsi que d'autres associations de supporters, d'autres associations de riverains, et notamment, on avait proposé alors
la construction d'un nouveau lieu connecté au stade, comprenant notamment ce fameux musée dont on va parler, comprenant des lieux pour les entreprises régionales, des lieux pour les VIP, tout ce qui peut manquer au sein du stade de la Beaujoire, des lieux également pour les supporters. On voulait aussi élargir la réflexion et proposer des lieux pour les riverains, pour que cet équipement ne soit pas non plus réservé, animé une fois tous les 15 jours, mais que ça contribue à faire de la Beaujoire un quartier animé tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Et l'image que vous pouvez voir, il s'agissait en fait d'une proposition du cabinet Agopian qui a conçu le stade de la Beaujoire en 1984. Ici, ce nouveau bâtiment annexe prenait la forme d'une sphère. Ça n'était qu'une proposition pour ouvrir le débat, ça pourrait prendre bien d'autres formes. Nous, ce qu'on va préconiser aussi, c'est qu'il y ait un appel à projet pour justement qu'il y ait un maximum de propositions et qu'on puisse moderniser le stade de la Beaujoire de manière la plus opportune possible. Ce qu'on estime, nous, c'est que cette modernisation de la Beaujoire, ça correspond aussi à notre cheval de bataille à l'association Ala Nantes, c'est de recréer du lien entre le club et le territoire. Notre association porte un projet d'actionnariat populaire, c'est-à-dire qu'on souhaiterait que les supporters du club puissent détenir une partie du capital du FC Nantes au moment du changement d'actionnaire de référence. Et on estime que la modernisation du stade de la Beaujoire, c'est à nouveau une opportunité c'est un autre moyen de recréer du lien. Et là, on estime que c'est le futur président de la métropole qui va devoir décider. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce nouveau lieu, la gouvernance de ce nouveau lieu soit partagée. Que ce soit pas uniquement, la gestion ne soit pas simplement entre les mains d'un seul acteur, en l'occurrence le propriétaire du FC Nantes, mais que ce nouveau lieu soit confié aussi en partie aux acteurs locaux, aux supporters, aux riverains, aux entreprises régionales. Donc on a voulu, et c'est le but aussi de la réunion de ce soir, promouvoir au sein de ce lieu donc un musée du FC Nantes à dimension européenne. Il y a déjà des travaux qui sont entamés par le FC Nantes pour promouvoir la création d'un musée à Nantes depuis plusieurs années, donc notamment porté par Philippe Laurent, avec qui on a pu échanger pour lui dire que nous on est en soutien aussi des travaux qu'il a entamés. Le FC Nantes nous dit ce musée va voir le jour en 2022 ou 2023. Le souci, c'est qu'il nous donne une date, mais on ne connaît pas le lieu. C'est-à-dire que ça pourrait être, par exemple, Aubignon ou à Treillères, c'est pas exclu. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, au niveau du stade de la Beaujoire qu'on moderniserait. Et c'est ce qu'on veut justement promouvoir. L'idée de justement que ce musée voit le jour dans un nouveau bâtiment annexe connecté au stade de la Beaujoire, avec l'idée d'inventer autre chose en plus, pas simplement un musée conventionnel, mais donner une dimension européenne à ce lieu pour le rayonnement du club, pour le rayonnement de la ville, de la région, et procéder de manière collective et tournée vers le futur. Donc Jean-Pierre Clavier va pouvoir vous présenter notre conception du FC Nantes Europe Muséum. Donc, quelques mots sur le contenu, ce que le musée pourrait porter comme projet. Un musée, tout musée est un hommage, mémoire, c'est un lieu, on y travaille, on y réfléchit. Et puis c'est un projet qui, pour nous, pourrait être un projet pédagogique, scientifique, autour de ce parcours européen du FC Nantes. Alors, c'est donc regarder le passé et puis se projeter évidemment sur le futur. Le passé du FC Nantes, le passé européen du FC Nantes, c'est un passé incroyable. Il y a peu de clubs en France finalement qui ont ce parcours, et quand on cherche un peu, on arrive avec cette carte de l'Europe géographique, et on voit tous les points d'impact du FC Nantes sur cette carte. Je ne sais pas si elle est suffisamment lisible. Toujours est-il que c'est un parcours qui a sillonné l'Europe du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ça sur 40 ans. 40 ans. La première manifestation, le premier match en Coupe d'Europe du FC Nantes, c'est 1965, et le dernier, c'est 2004, dans une
les coupes intertotaux. Donc on a 40 ans. On a donc une profondeur et puis une ampleur sur le plan géographique. Et alors de cette idée, et si on complète, ce sont 27 pays qui ont été, 27 pays européens qui ont été visités par le FC Nantes, et qui a affronté un peu plus de 50 équipes. Alors, évidemment, c'est le passé. Le passé un peu glorieux, mais on est un peu amer de se dire que on va devoir sans doute attendre encore un peu pour que le FC Nantes retrouve cette ambition européenne. Il n'empêche que ce parcours européen traduit aussi sur cette période de 40 ans, donc de 1965 à 2004, eh bien, c'est un coup de projecteur sur l'histoire de l'Europe. Une histoire de l'Europe qui s'est construite en parallèle, mais à chaque fois que les journalistes accompagnaient l'équipe, à chaque fois que des supporters accompagnaient, ils visitaient des pays, ils traversaient cette histoire européenne. De même, 27 pays européens, les pays du Nord, à l'époque on parlait aussi des pays de l'Est, les pays méditerranéens, eh bien c'est peut-être aussi le moyen de retrouver la géographie de l'Europe et dans un projet pédagogique avec des collégiens, avec des lycéens et pourquoi pas même des scientifiques, faire en sorte que ce parcours du FC Nantes soit une entrée, soit un vecteur pédagogique qui permet à travers des images d'archives, à travers des comptes rendus et des témoignages d'anciens présidents. On espérait avoir Monsieur Toumelin, qui a été le président du FC Nantes à cette époque, à une de ces époques, et donc on a certainement à travailler cette histoire. Quand on voit aussi, moi je m'en souviens de ces matchs que le FC Nantes jouait contre des équipes de l'Est, où les joueurs étaient composés de militaires. Et donc il y avait c'était une période de guerre froide, il y avait cette manière pour certaines équipes une obligation de rayonner, parce que le sport, le football emportait aussi le rayonnement idéologique de certains pays. Et donc, tout ça, le FC Nantes a touché du doigt tous ces aspects-là. Et donc, il nous semble très utile, non pas de célébrer comme le font tous les clubs qui ont un passé, afficher des maillots, afficher des médailles et des coupes, ça, je pense qu'il faut le faire. Mais il faut aussi faire en sorte que cette histoire du parcours européen puisse servir, donner un éclairage, soit un vecteur pédagogique, et on pourrait imaginer que dans ce lieu viennent des classes de collégiens, de lycéens, des salles de réunion pour faire en sorte qu'à travers le football, eh bien, il y ait cette construction derrière de cette présentation économique, sociale, historique, géographique de l'Europe. Donc voilà l'idée qui est à travailler encore beaucoup, évidemment, mais c'est un peu ça en plus qui pourrait faire en sorte que le musée du FC Nantes ne soit pas le énième musée, après celui de Saint-Étienne, de Bordeaux, de Marseille peut-être, avoir un musée qui se projette vers l'avenir. Voilà donc l'idée générale que je voulais présenter. Vincent Léoté, président de l'association des Amis et Riverains de la Beaujoire. Oui. Bonsoir. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi des riverains dans une réunion qui était plutôt dédiée à l'origine à la mise en œuvre d'un musée pour les FC Nantes qui, je crois, le mérite amplement. En fait, il y a eu tout un petit historique avec cette zone qui a failli devenir un vaste chantier de construction. Ça nous a mobilisés parce qu'en fait on était spécialement pour toute cette zone bétonnée, etc. Ça s'est arrêté, très bien. Mais aujourd'hui, pour autant, nous les riverains, au même titre que les supporters,
Nous souhaitons que cette zone, enfin c'est pas une zone, enfin aujourd'hui c'est plutôt une zone, elle vive pendant les matchs, elle soit plus vivante pendant les matchs et en dehors des matchs, c'est-à-dire que ça soit pas un no man's land pendant 14 jours sur 15, voilà, enfin, c'est presque tout le temps en fait, hormis quand il y a des Floralis ou quelques manifestations importantes qui permettent d'avoir des parkings disponibles. Donc par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'on s'est un petit peu, on a un peu soufflé pendant quelques mois parce qu'on nous a énormément sollicité et puis poussé enfin, vraiment à bout. Donc on avait besoin un peu de respirer dans ce qu'on a fait avec nos familles. Et puis aujourd'hui, voilà, on s'est, dans le cadre de cette initiative, on voudrait rappeler qu'il y a ce musée. Et il y a toute une vie autour qui doit se mettre en place pour que justement ce stade vive encore mieux dans le cadre du quartier nanterre et que ça ne soit pas uniquement un stade planté au milieu de résidences et puis d'immeubles. Par rapport à ça, en fait, nous ce qu'on souhaiterait, tu as parlé de convivialité, de lien, je pense que c'est quelque chose, je veux dire, s'il y a quelque chose d'humain à construire dans un stade, autour du stade, hein, parce que le foot, c'est de l'humain, c'est du coaching, c'est du management d'équipe, hein, avant tout qu'on ait des joueurs. Et là, nous, on veut de la convivialité et du lien. Pour créer ça, autour du stade, il y a toute une partie dont on ne parle le plus, c'est les 9 hectares qui devaient être cédés à M. Kita. Et là, nous, on imagine volontiers un espace de convivialité où il y aurait des choses qui ne coûtent pas très cher, franchement. Un espace de verdure pour les riverains, pour faire le lien entre les gens qui sont dans les bâtiments, qui sont parqués à la Halvec, les gens qui sont plus à leur aise, on va dire, de l'autre côté, du côté des Castors, des Floralis, de l'autre côté du boulevard de la Beaujoire, et les gens qui sont du côté du Ranzay, contre le parc des expositions. C'est vrai qu'on ne se rencontre jamais, et pour autant, on a des choses à se dire. On a pu le voir tout au long de nos manifestations de mécontentement précédemment. Et en fait, ça serait une formidable occasion de transformer cette zone qui est une zone pas de non-droit, mais bon, où rien ne se passe, de le transformer en quelque chose de convivial, quelques panneaux de basket, un petit skatepark, un peu de verdure pour que les gens puissent se poser, et puis autrement une halle marché. Moi je la relance, excusez-moi, tout le monde s'en fiche, mais je pense que ça pourrait être bien, ça serait utilisable à la fois pour les fixer, pour les commerçants ambulants lors des matchs, et par des producteurs locaux, que des producteurs locaux qui en direct viendraient vendre leurs produits. Je pense qu'il y a matière à financer cet marché qui soit à la fois efficace pour les commerçants ambulants et pour des gens qui sont qui font une sorte de marché. Ça peut être des marchés nocturnes, ça peut être qui contribueront aussi à la convivialité de cet espace. Voilà. Dernière petite chose. N'oublions pas les flux. J'ai l'impression que, j'espère que la métropole continue d'avancer avec le FC Nantes sur l'amélioration des flux, comment faire venir les gens, soit par bus, soit par d'autres moyens que le véhicule. Les amener doucement, ça ne se fera pas d'un coup, on le sait tous. C'est un travail de plusieurs années. Et voilà, moi aujourd'hui, j'entends plus parler de tout ça, donc on espère que voilà, ceux qui continueront, qui poursuivront au niveau de la municipalité, entre autres, vont avoir une attention toute particulière à cette notion de flux dans toute cette zone qui souffre, mais pas que cette zone, mais entre autres cette zone qui souffre particulièrement à certaines périodes de la semaine, et entre autres quand il y a des manifestations, pas que des matchs. Voilà. Et je voulais juste te dire, je parle non pas en mon nom, je veux que ça soit très clair, mais au nom des riverains qui font partie de notre association. Et c'est des gens qui sont aussi bien de Saint-Joseph-de-Porterie, c'est des gens qui sont de l'Héraudière, c'est des gens qui sont
du Ronzet, un petit peu partout dans notre quartier, du grand quartier qui est Nanterre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Vincent. Alors on propose maintenant de laisser la parole à deux candidats nantais qui sont présents sur des listes dans le cadre des élections européennes, qui sont également des élus locaux. On vous propose un temps de 3-4 minutes maximum chacun, si ça vous convient. Et pour commencer, Julie Lernos, qui est présente sur la liste de Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Nantaise d'avoir organisé ce débat, parce que effectivement le constat est assez juste de dire il y a eu des grandes annonces sur un nouveau stade avec un projet immobilier, puis sans projet immobilier, puis plus de nouveau stade du tout, et du coup on est un peu au statu quo. Et puis je pense, et j'ai pu en échanger, que le foot, on a pu mesurer l'ampleur qu'a pris le débat aussi autour du stade de la Beaujoire. Il y a bien sûr les questions d'aménagement avec les riverains, mais aussi des supporters qui n'étaient pas non plus favorables à un nouveau stade, et la passion qui a pu être déchaînée à cette occasion-là. Et quand on parle des élections européennes, on a souvent le constat qu'elles engrangent peut-être moins d'enthousiasme que d'autres élections, et que le foot, qui est un sport éminemment populaire, on a pu le voir et on le mesure quand on va à la Beaujoire voir un match, est aussi peut-être un moyen de réinsuffler un vrai projet qui donne du sens aussi localement au projet européen et qui peut rapporter une certaine forme d'adhésion. Ça a été montré sur la carte de manière très pertinente. Les supporters nantais, mais les supporters des autres clubs a fortiori aussi, ont sillonné l'Europe et les différentes villes en Europe et se sont rendus compte aussi à travers les époques de son évolution, les années 60 et puis la période de la guerre froide, mais après la réunification de l'Europe également. Et donc on voit que le sport a réellement un pouvoir assez important. C'est pas pour rien que le sport a été aussi inventé pour redonner corps à des nations. Et donc est-ce que le sport et le foot a fortiori pourraient pas être utilisés aussi pour réinsuffler quelque chose de concret, de local et d'enthousiasme et de rêve au projet européen. Ça c'est pour la partie du musée européen. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai invité lors de son passage à Nantes, où j'ai proposé à Florian de rencontrer Yannick Jadot pour y compris pouvoir avancer de manière très concrète sur un musée européen à Nantes, puisqu'effectivement un musée simplement sur le FC Nantes, cette ouverture-là paraît plus qu'intéressante et originale, puisqu'elle n'existe à notre connaissance pas encore ailleurs. Alors sur la deuxième partie qui est sur l'avenir de la Beaujoire, puisque avec un musée on met aussi une petite pièce dans la machine de qu'est-ce qu'on va faire, puisque si on crée un musée à côté, comme ça a été proposé et visualisé sur les images, ça donne aussi, et ça réinterroge sur ce projet du musée du FC Nantes qui peut réancrer et donner un ancrage local entre le club et le territoire. Les relations de manière générale avec le président du FC Nantes ne sont pas au beau fixe. On voit aussi le fait que les loyers qui sont perçus par la ville depuis un certain nombre d'années et pointés à juste titre par la Cour des comptes sont extrêmement bas et qui laissent aussi entendre qu'il y a une relation dissymétrique avec le club qui nécessite d'être fermement rétablie de manière générale. Et puis il y a la belle idée qui est mise en pratique, donc ce n'est pas seulement une utopie, mais c'est une utopie totalement réalisable, d'avoir un ancrage local à travers une gouvernance différente. Puisqu'on se targue à Nantes beaucoup du jeu à la nantaise, mais dans la réalité, au FC Nantes, on n'a pas forcément soutenu cette idée. Après, c'est compliqué dans les conditions actuelles avec le président du club que nous connaissons, qui ne nous paraît pas très prompt à un vrai jeu à la nantaise pour le coup, puisque là, il y a une vraie culture de je décide et je décide tout seul. Pour autant, je pense qu'il y a un écosystème économique des entreprises locales qui seraient prêts à investir dans le club. Il y a un certain nombre de supporters qui, malgré des résultats souvent un peu en demi-teinte quand même, restent fidèles et engagés par rapport au club et attachés au club. Et donc là aussi, il y a vraiment quelque chose à jouer et à dessiner dans les années à venir pour que le FC Nantes, on change de relation et que cet ancrage local soit vécu comme tel et qu'on puisse avoir un réel impact.
Ensuite, sur la position d'Europe Écologie Les Verts, elle a été connue, elle a été largement débattue. On a toujours été contre le fait de construire des choses inutiles et je pense qu'aujourd'hui, avec la crise climatique vers laquelle nous nous dirigeons à grands pas, c'est d'autant plus urgent de ne pas céder à des folies de grandeur qui étaient ce projet de Yellow Park dans son ensemble. Et puis il y a aussi la nécessité sur ce quartier qui a beaucoup évolué, les riverains se sont mobilisés. C'est pas facile, effectivement, parce que c'est en plus de son travail, ça demande du temps et le dossier était complexe et a connu multiples rebondissements. Et donc il est aussi nécessaire de ne pas laisser ce quartier à l'abandon, mais en tout cas il a beaucoup évolué. Il y a des réelles questions, notamment sur la circulation, mais il y a aussi tout cet espace. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que grâce à un vrai projet de modernisation qui est aujourd'hui la vraie modernité, ce n'est pas de construire des choses nouvelles, mais c'est bien de réhabiliter les choses qui existent et qui ne sont pas si anciennes que cela. C'est, je pense, à des stades de foot qui ont été réhabilités justement en utilisant par exemple des batteries de véhicules électriques pour charger et pour décharger, mais il y a aussi la mutualisation des espaces. Quand on voit que le stade de la Beaujoire est uniquement loué au FC Nantes et qu'il est utilisé 19 fois par an, on voit là aussi que tout cet espace, quelque part, et toute cette énergie est quelque part peu rentabilisée sur toute la durée. Et donc il y a une nécessité de réinsuffler une vraie vie de quartier et de pouvoir mutualiser un certain nombre d'équipements. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir travailler. J'espère que les personnes en charge de ces dossiers au niveau de la métropole pourront l'entendre d'une bonne oreille, que l'architecte de la Beaujoire ainsi qu'à la Nantaise pourront être reçus à la métropole pour pouvoir développer, travailler sur un cahier des charges et pouvoir avancer. Merci. Christophe Clergeau, du Parti socialiste. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc d'abord, il faut toujours dire un mot de d'où on parle. C'est plus clair. Donc 1, je ne suis pas élu municipal et métropolitain. 2, je ne connais pas grand-chose au sport et au foot. C'est jamais des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Et 3, je ne suis pas étranger à ce dossier puisque j'ai travaillé pour le groupe Réalité sur le projet Yellow Park à titre professionnel où je travaillais sur la vocation d'une partie des surfaces tertiaires et où notre projet c'était de construire un écosystème d'innovation autour du sport, de la santé, des loisirs et du bien-être pour accompagner des startups, accompagner des projets, développer des dynamiques d'innovation. Je referme la parenthèse, mais je préfère dire les choses avant, elles étaient dans la presse, donc elles ne sont pas secrètes, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. La première chose, et du coup, à travers cette petite expérience du quartier, moi je suis un gars pas de ce quartier-là, mais un gars de l'Est, de Nantes, donc je connais aussi un peu ce quartier. Je pense que ce quartier a besoin d'un projet, et que le site de la Beaujoire a besoin d'un projet. Et ce que je retiens des interventions de la Nantaise et puis de l'association des riverains, c'est qu'il y a un souhait d'avoir un nouveau projet qui soit... Comment ? Voilà, j'allais dire qu'il soit construit et porté collectivement. Et c'est vrai que l'espace, l'emprise de la Beaujoire est un enjeu extrêmement important pour l'avenir de cette partie nord-est de l'agglomération nantaise et de la ville de Nantes, qui a beaucoup d'atouts. Donc moi je crois qu'on ne pourra pas rester dans un statu quo et que je ne sais pas dans quel calendrier, selon quelle modalité, mais il sera nécessaire de rouvrir un débat complet sur la vocation du site. Et moi je n'imagine pas le stade partir loin. Et quand je me balade en Europe ou dans le monde, ce que je vois c'est que les grands lieux qui rendent les services les plus importants aux populations ou qui fédèrent les citoyens dans des grands événements, ils sont dans les villes. C'est vrai des hôpitaux, c'est vrai des stades, c'est y compris vrai des universités où en France on les a mis souvent à 20 ou 30 km des villes, mais le modèle dans le monde, c'est que là, les lieux où on apprend, où on se rencontre, où on partage des événements, où on fait la fête, où on soigne, où on vit, sont dans les villes. Donc moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour l'avenir. Deuxième chose que je voulais dire, c'est sur ce qu'est le club. Le club est aujourd'hui une entreprise. Il fut une association, même si elle avait déjà des aspects d'entreprise dans les faits très prononcés.
Et on sait que le foot est un monde qui brasse énormément d'argent. Il devrait y avoir un débat européen sur ce qu'on fait de l'argent du foot. Y compris, on voit bien qu'il y a eu des évolutions brutales du dossier dans la période récente, au moment où les droits télé ont explosé et où Waldemar Kita a retrouvé des marges de manœuvre financières qui lui permettaient de penser tout seul un projet sans finalement potentiellement en parler à qui que ce soit. Le volume des droits télé lui permettent d'aller chercher un foncier, éventuellement de construire un stade, etc. Donc ça c'est quand même une vraie question de comment est-ce que le monde du foot redécouvre des éléments de solidarité. Là je suis en lien avec ce que disait Julie, refait le choix de la formation, refait le choix aussi du soutien au sport amateur et à tout le tissu qui permet d'avoir des joueurs, qui permet d'avoir cette pratique sur l'ensemble du territoire, donc des territoires, je pense que ce sera un débat. Et puis les entreprises, ça a des règles, en tout cas ça a un projet. Et moi je fais partie de ceux qui se battent depuis longtemps pour la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et aujourd'hui il y a un débat en France parce que la loi a changé, pas suffisamment d'ailleurs, pour que chaque entreprise définisse, alors on avait dit son objet social, maintenant on parle de sa raison d'être. Et vous avez des entreprises du CAC 40 qui définissent leur raison d'être. C'est un exercice intéressant, parce que finalement, c'est très imparfait, hein, mais qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent à quoi on sert, à qui on s'adresse, quel service on est censé rendre. Et moi je pense que les grands clubs sportifs qui sont aujourd'hui des entreprises privées doivent répondre à ces questions-là. Et que de la même manière qu'une entreprise appartient à ses salariés autant qu'elle appartient à ses actionnaires, un club privé appartient à ceux qui viennent au stade et qui sont attachés au stade comme à ses actionnaires. Ça peut prendre la forme de l'actionnariat populaire sur une partie du capital, mais ça doit être au cœur de la réflexion du projet, bien au-delà de ce que peut représenter le capital. Moi, le capital, je suis pour. Je fais partie de ceux qui sont battus pour qu'il y ait un capital local au chantier de l'Atlantique. On dirait que ça n'a rien à voir avec le FCN, si, savoir qu'on avait considéré que c'était un élément stratégique du tissu économique et un élément de patrimoine collectif du territoire, et que les acteurs locaux devaient avoir leur mot à dire, pas seulement les collectivités, mais aussi les entreprises, mais aussi les salariés, dans l'avenir du chantier. Moi, j'ai le même raisonnement par rapport à un élément aussi structurant qu'un grand club comme le FC Nantes. Et puis, dernier élément, le musée. Moi, j'ai l'impression, pour le moment, dans ce que vous avez présenté, qu'il y a autant l'idée d'un lieu que l'idée d'un programme. Et je trouve ça intéressant, parce que le lieu, à lui tout seul, peut vite être un lieu figé, et vous l'avez dit, des musées morts ou qui sont peu fréquentés ou dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, il y en a beaucoup. Donc l'idée de mettre en avant d'abord un projet et un programme et de l'orienter autour du parcours européen du FC Nantes et de la jeunesse, ça me semble être effectivement une bonne idée. À Bruxelles, tout le monde vous dit en permanence « Trouvez-nous des sujets qui font rêver, je ne sais pas, mais qui permettent de parler d'Europe, d'en parler concrètement, d'en parler d'un point de vue citoyen, d'en parler d'un point de vue d'expérience humaine. » Et alors j'espère, pour les jeunes qui viendraient dans ce programme ou dans ce musée, que l'épopée européenne du FC Nantes va redémarrer très rapidement, parce que sinon, effectivement, en 2004, les collégiens, on va leur parler d'un temps qu'ils n'auront pas vécu et qui précédera leur naissance. Donc il faut que le club se réactive très vite pour donner une actualité à cette dimension européenne. Mais comme j'en doute pas, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'a pu être une expérience européenne pendant 40 ans dans les différentes périodes historiques que vous avez évoquées, puisque pourrait être demain une expérience européenne vécue différemment, y compris confronter des acteurs qui ont vécu cette période-là, des jeunes aujourd'hui qui la vivraient, qui la découvriraient, des joueurs qui l'ont vécu, voir ce qui peut en rester, voir ce qu'on peut construire aussi autour, parce que ces expériences-là, elles étaient quand même fugaces. Alors créer des liens permanents autour d'expériences, autour de mémoire, d'événements très forts, ça peut être aussi une idée intéressante. En tout cas, les députés, alors on est à la fois loin et près des politiques européennes, loin parce que c'est pas le Parlement qui va délibérer du programme. Mais par contre, il y a des outils, y compris sur la mobilité des jeunes, sur le service civique européen, qui existent de manière très petite, dont on propose la généralisation, qui peuvent servir de support à activer ce programme. Et puis le Parlement a une forme de réserve parlementaire. Alors c'est beaucoup mieux que la réserve parlementaire des parlements nationaux, rassurez-vous. Ça s'appelle des programmes, des projets pilotes.
Et donc les parlementaires, du coup, peuvent collectivement délibérer, c'est pas un parlementaire tout seul, de lancer sur un sujet qu'on estime être un sujet qui défriche un peu l'avenir, un projet pilote qui permette d'expérimenter une problématique. Donc, moi j'ai rien à vendre ni à promettre évidemment, mais là on est sur des questions de citoyenneté européenne, de ce qu'est le sport au niveau européen, ce que sont les expériences sportives et citoyennes autour du sport au niveau européen. Voilà, ça pourrait être aussi une piste de travail, puisqu'après d'autres vont parler de comment aller chercher de l'argent pour, avec d'autres, construire un projet fort de ce type-là. Et à Bruxelles, souvent il ne faut pas grand-chose pour déclencher de l'intérêt sur une approche ou un sujet nouveau. Quand on arrive à le déclencher, il y a un processus qui s'inscrit dans la durée et qui est assez cumulatif et qui offre des opportunités. Donc il y a peut-être là l'opportunité d'être précurseur sur un projet fort de citoyenneté européenne autour de l'expérience sportive et de montrer que le foot, ça peut être autre chose que simplement de l'argent et des émissions à la télé et des événements dans des stades. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Merci. Emmanuel Bouchot de La République En Marche me signale par SMS qu'un impératif familial l'empêche d'être parmi nous ce soir. On va vous présenter la vidéo de l'intervention de Marc Tarabella, qui est président de l'intergroupe sport du Parlement européen, qui va évoquer notamment qui va formuler également son point de vue par rapport à ce projet. Attendons les petits réglages techniques de Jean-Pierre. On a l'intention également, étant donné que cette décision finale, comme on le disait, sera politique, de créer un comité de parrainage comprenant des élus de toute sensibilité, justement pour soutenir le projet. Donc on vous sollicitera également l'un et l'autre pour appartenir à ce comité de parrainage. Voilà. Donc, Marc Tarabella. Marc est parti un peu vite. Bonjour les amis de Nantes, je travaille depuis de longues années aux côtés d'Alain Nantaise et j'ai eu d'ailleurs l'opportunité de participer à Nantes à l'une de ces récentes assemblées générales. Je suis régulièrement intervenu à l'occasion de colloques au Sénat et j'ai eu le plaisir de recevoir ici au Parlement européen certains de ses représentants. Alors, je connais donc comme vous la qualité et le sérieux des travaux de cette association qui présente ce soir une grande et belle idée, le projet FC Nantes Europe Museum. C'est un formidable projet. Donner une dimension européenne au musée d'un club est une superbe proposition. Je connais l'histoire du FC Nantes, ses épopées européennes magnifiques, et je peux vous assurer que ce jeu fabuleux, totalement hors norme, le jeu à la nantaise, a laissé une trace indélébile aux quatre coins du continent. Si les Européens connaissent Nantes, c'est évidemment en partie grâce au club de foot de la ville. Et en tant que passionné de ce sport, je sais aussi que le football est un formidable vecteur éducatif. Des projets scolaires basés sur le parcours européen du FC Nantes sont une opportunité particulièrement précieuse de faire découvrir l'histoire, la géographie ou encore l'économie de notre continent. Mais le projet FC Nantes Europe Museum me paraît encore plus pertinent pour l'autre idée qu'il porte en lui, celui d'une gouvernance partagée, à l'image de ce qui fait l'ADN du FC Nantes, le collectif. La gouvernance partagée d'un nouvel espace du stade comprenant notamment un musée, mais également des espaces pour les riverains, pour les universitaires, pour les entreprises régionales, c'est l'opportunité de recréer du lien entre le club et le territoire, de retrouver l'ancrage local qui est la marque des plus grands clubs. Car un club de football est bien sûr une société commerciale, mais c'est bien plus qu'une société commerciale. Mais ce qu'est un club, comme on dit à Barcelone, c'est également un creuset de mixité sociale qui est un élément essentiel du patrimoine d'une ville, d'une région. Un club ne doit en aucun cas être considéré comme le jouet d'une seule et unique personne. L'ensemble des acteurs locaux doivent s'impliquer dans ce projet audacieux, et notamment les supporters. Qui mieux que les supporters sont légitimes pour promouvoir les valeurs qui ont fait l'histoire de leur club sur et en dehors du terrain. Tandis que les joueurs, entraîneurs et actionnaires ne sont que de passage, parfois long, parfois court, les supporters sont les seuls acteurs permanents d'un club. L'association à la nantaise est à l'origine d'un financement participatif pour élever dans la ville une statue d'Henri Michel, héros légendaire du jeu collectif. Cette initiative, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, démontre que les supporters savent être au rendez-vous lorsqu'il s'agit de mettre en valeur leur histoire et leurs principes. Un musée de clubs à dimension européenne dans le cadre d'un nouveau lieu à gouvernance partagée sera une grande première en Europe et contribuera de manière particulièrement efficace au rayonnement de la ville sur la scène internationale. Alors, à l'attaque. Je laisse à présent
la parole aux interventions relatives au financement et je sais que les intervenants sont de très grande qualité. Ils vont pouvoir vous informer qu'un événement sera organisé au Parlement européen à Bruxelles en octobre prochain. Cet événement organisé par À la Nantaise avec le soutien de la Maison de l'Europe de Nantes permettra de concrétiser très efficacement le projet et je prendrai part aux travaux avec grand plaisir. Allez Nantes! C'est moi qui démarre. Je vais juste vous dire bonsoir. Je vais vous dire un tout petit bout du lieu dans lequel on est quand même. C'est l'ancienne tribune du stade qui a été volontairement écroulée pour construire. Donc finalement 3 choses. À la fois le bar à côté qui est celui de Vincent Martiliano, donc on reste FCN. À la fois la Maison des sciences de l'homme qui accueille les grands projets de recherche en sciences humaines et sociales ici, et en même temps l'Institut d'études avancées qui accueille 25 chercheurs internationaux pendant 1 an. Et l'architecte a voulu faire un bateau ouvert des 2 côtés. C'est pour ça que vous verrez quand vous sortirez, vous avez des grandes vitres qui vous permettent de voir le stade. On n'y joue pas souvent. Hein. Pour être là à peu près tous les jours, on y joue 1 fois tous les 15 jours, à tout casser. On y voit surtout le jardinier en réalité. Pour ce qui est de la démarche financement. Alors, comme j'avais peu d'informations sur le contenu du projet, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de faire un panorama sur les différentes options qui s'offrent à vous, tout en sachant qu'elles sont nécessairement incomplètes, parce que, en t'écoutant tout à l'heure, Claire, dès lors qu'on y met une dimension formation, voire une dimension scientifique, ça ouvre d'autres portes vers d'autres modes de financement. Donc en fonction du degré de précision, ça ouvrira plusieurs options possibles. Les premières, très simplement, je dois dire, un projet comme ça, il peut, et vraisemblablement il doit d'abord recueillir des financements privés. Et à ce titre-là, vous avez 2 grandes options sur la table au moins. La première, c'est de faire, je dirais peut-être dans l'ADN de l'association, ça, un système de crowd, de financement collaboratif, participatif. Et puis l'autre option, c'est d'aller faire du mécénat, d'aller démarcher des fondations ou des entreprises pour pouvoir contribuer au financement, sachant qu'il peut exister des systèmes, quand on passe par des fondations de déduction fiscale, importants. J'ajoute, pour faire ça, il faut généralement se faire accompagner par un cabinet un peu spécialisé parce qu'il faut faire du fundraising et ça ne s'invente pas. Ça veut dire qu'il faut construire un discours que l'on teste sur une série de personnes pour mesurer dans quelle mesure ils comprennent le projet, ils y adhèrent et qu'il y ait plusieurs manières de l'attraper. C'est complètement hors de mes activités, mais en tant que président de Radio Nantes, par exemple, c'est quelque chose qu'on vient de faire. On s'est fait accompagner pendant 1 an par un cabinet de fundraising pour construire un discours et ensuite aller chercher des fonds auprès de fondations. Et en l'occurrence, ça marche, on a obtenu une série de fonds auprès de fondations de cette manière-là. Simplement, il faut savoir que c'est une démarche un petit peu longue. Et il y a une vraie base de discours à construire, ça veut dire affiner le projet, vous mettre d'accord, ensuite quel bon on emploie pour pouvoir, et puis mettre en place ensuite des jeux de carnet de relations croisés, souvent en faisant jouer ce que les uns et les autres connaissent, pour pouvoir démarcher ensuite de manière systématique. Puis il y a des fondations de type institutionnel qu'on peut aller chercher. Pour ce qui est de la dimension de financement collaboratif, voilà, il existe des outils qui sont en place, et des sociétés même qui sont spécialisées, c'est des choix, je dirais, plus politiques à l'échelle de l'association. Deuxième niveau, ce sont les financements publics. Alors là, il y a évidemment plusieurs voies à vous qui s'ouvrent. Pour ce qui est des échelons locaux, je dirais, peu importe les outils, on s'en fout dans la mesure où ce projet a un impact important sur le terrain local et qu'il a une dimension politique évidente. Finalement, il s'agit d'avoir une réunion avec les différents acteurs, de vous mesurer leur degré de soutien et à partir de là, ce sont ces acteurs-là, la région et donc métropole notamment, qui vous flécheront les outils qui peuvent être utilisés pour financer. C'est d'abord le soutien, et ensuite les outils viennent, et si il n'y avait pas d'outils adéquats, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, ça déclenche des financements ad hoc. Mais il y a un supplément dans cette assemblée qui connaissent ces mécanismes-là pour pouvoir l'expliquer. Je vois Christophe rire, il a vu des dizaines de projets comme ça à la région. Donc,
de ce point de vue, peu importe les outils en place actuellement, dès lors que la démarche est engagée, qu'elle est politiquement partagée, après, la question de l'argent, on vient derrière, si on peut dire. Les outils, c'est moins important. En revanche, c'est plus compliqué lorsqu'on monte dans les étages. Là, les outils, ils sont quelque part imposés et vous devez rentrer dans les portes d'entrée qui sont imposées. C'est en particulier le cas pour l'échelon européen qui peut être un financeur, surtout sur un projet dont la dimension européenne est centrale. Alors, quels outils ? Très clairement, il y en a un qui paradoxalement est géré à la région qui est possible, qui est le FEDER, le Fonds européen de développement économique régional. Je vais Artum quand même, et je vais parler sous ton contrôle, tu connais ça très bien. Ce sont des dossiers très lourds à construire, avec des règles assez contraignantes, y compris le fait qu'il faut un mot-clé posé par la région en 2013, qui puisse être un mot auquel on puisse se raccrocher pour déclencher le financement. En fait, il y a des spécialisations intelligentes, et donc il faut entrer dans une spécialisation intelligente pour pouvoir être financé. J'ai regardé hier soir, vous entrez vraisemblablement dans la catégorie industrie culturelle et créative, peut tirer, mais je pense que ça rentre. Et les autres, santé, aliments, etc., vous auriez plus de mal. Par industrie créative, très certainement. Attention, il y a plein de plafonds, de règles, on peut détailler ça, mais ça ne monte pas au-delà de 40% du financement, c'est d'où l'exigence d'avoir des cofinancements derrière. C'est quand même accessible, et rappelez-vous qu'une des caractéristiques de la région, c'est qu'elle a pas mal d'argent sur ce volet FEDER et qu'elle a du mal à le mobiliser depuis plusieurs années. Autrement dit, il y a des bonnes chances que ça se fasse. Petite précision en termes de timing, toutes les règles qui régissent ce fonds particulier sont valables jusqu'en 2020, y compris la fameuse spécialisation intelligente, et on refait tout à partir de 2021 jusqu'en 2027. Donc suivant le moment de déclenchement de la demande de financement, ça peut être des règles très différentes. Si vous le faites vite, là, que c'est dans les mois qui viennent, ce sera avec tout ce qui existe depuis 2014 jusqu'à 2020, et donc les 6 spécialisations intelligentes qui sont déjà posées. Si c'est pour 2021 ou après, je vous conseille alors de prendre contact assez vite avec la région pour qu'il y ait une clé d'entrée qui permette au projet de se financer, qui pourrait être un nom très différent de l'industrie créative et culturelle. Mais il faut s'assurer qu'il y a un point d'entrée en tous les cas. L'intérêt de la région, c'est évidemment, comme c'est pas leur argent, mais c'est l'argent de l'Europe, l'intérêt de la région, c'est évidemment qu'il y ait plus de mots-clés correspondant aux acteurs et aux activités qui sont développées pour que l'argent soit utilisé. J'ajoute, dans l'histoire du cofinancement, puisque ça ne monte pas au-delà de 40%, qu'il est tout à fait possible que les financements publics donnés par exemple Métropole ou la région soient le cofinancement. Voilà. Donc le montage est un peu sophistiqué, mais c'est tout à fait jouable. Il y a d'autres possibilités, hein. Il y a des programmes du type Europe pour les citoyens, mais qui sont plus petits, qui ont d'autres règles, qui pourraient peut-être jouer, et notamment, Christophe l'a un peu évoqué, il y a aussi des financements possibles au type de la formation pour recevoir des gens qui pourraient aider à faire fonctionner le musée, ou pour recevoir des financements pour avoir de l'accompagnement de collégiens, de lycéens, etc. Donc là, il y a vraiment des champs ouverts qui sont nombreux, et en fonction du degré de précision, on pourra ouvrir plein de postes. Patrice ? Oui. Merci Arnaud. Donc, Patrice Volo, moi je suis premier vice-président de la Maison de l'Europe. Alors évidemment, la Maison de l'Europe a tout intérêt à venir, à être partie prenante dans le projet. Donc je te remercie de nous avoir appelés. Pour l'instant, c'est encore au début, hein, on est vraiment au démarrage nous aussi. Donc évidemment, en tant que Maison de l'Europe, on va pouvoir mettre à profit en fait, de l'association à la Nantaise, qui est une association nantaise à vocation européenne, donc avec un projet européen, donc ça rentrait effectivement dans un de nos axes et dans un des objectifs en fait, de la Maison de l'Europe et dans notre ADN surtout, ça va être de pouvoir vraiment faire du réseau, hein, vous mettre en réseau. La première chose, c'est effectivement, surtout avec nos financeurs connus comme la région, et d'ailleurs on avait sollicité la région, donc Vanessa Charbonneau, pour être avec nous ce soir, elle ne pouvait pas, mais en revanche on a rendez-vous avec elle. Et là, c'est déjà un très très bon point parce que voilà, en une semaine, on a déjà un résultat. Marc Tarabella nous disait aussi qu'en octobre, on allait mettre en place une action aussi européenne donc sur Bruxelles. Là, c'est vraiment deux signes vraiment encourageants dès le début.
Alors effectivement, Arnaud, tu as bien dépeint déjà ce qui pouvait être fait au niveau européen. Moi, je voudrais juste revenir sur les mots-clés. Effectivement, plus on va rentrer de mots-clés et plus on va avoir chance de faire descendre des projets, que ce soit par du FSE, que ce soit par du leader, pourquoi pas, que ce soit par de l'euro créative, puisque tout ça, c'est du culturel. Le FEDER, bien évidemment. Tout ce qui est... il va falloir utiliser dans le montage du projet des mots comme attractivité du territoire, comme développement local, cohésion territoriale. Et puis, comme des exemples, je peux vous donner ce qui a été fait dans une autre mesure, hein, pour le Louvre-Lens, qui avait donc récupéré 25% de financement européen pour le lancement, mais aussi le musée du Cristal Saint-Louis, qui lui a eu 40%. Et puis à Bordeaux, le musée de la création et du design qui a bénéficié de fonds FSE, de FEDER et du leader. Donc voilà, il va falloir très vite, très rapidement après avoir une notion de budgétaire pour pouvoir savoir quel mécanisme il va falloir aller chercher. Et je reviendrai aussi sur ce que tu disais, Arnaud, c'est la notion, il ne faut vraiment pas oublier la notion de fondation, faire appel au fonds des fondations. Moi je pensais à notamment une mutuelle qui est très proche du milieu sportif, qui s'appelle AG2R La Mondiale, et qui effectivement, pourquoi pas, pourrait porter sur la première année, pourquoi pas un fonds spécial. Mais c'est vrai que moi j'ai cherché, on a cherché au niveau de la Maison de l'Europe quels sont des financements très précis sur les musées, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça fait partie vraiment de grands outils globaux et sur lesquels il va falloir vraiment être assez pointu. Alors évidemment, nous, la Maison de l'Europe, l'avantage c'est que dans notre nouvelle structure, sur l'INIC, sur l'île de Nantes qui sera donc à partir de fin juin, on va pouvoir avoir un peu plus de ressources pour vous aider et puis de vous mettre en relation aussi avec les personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans le projet. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est important et qui va nous permettre de pourquoi pas rentrer d'ailleurs une nouvelle association avec nous, ça serait toujours intéressant, et puis d'apporter une plus-value, et nous, quand une association nantaise avec un projet européen réussit à monter son projet, nous évidemment on est super contents. Voilà. Merci beaucoup. Donc on retient effectivement deux événements à venir rapidement. Donc lundi ou mercredi, un rendez-vous avec la vice-présidente de la région, vice-présidente en charge des affaires européennes, et puis un événement à Bruxelles au Parlement européen au mois d'octobre. Merci à vous. On voit, plus sérieusement, on voit que c'est un réseau assez riche qui est en train de se former à l'occasion de cette première réunion publique. Donc c'est un gros travail qui va commencer. Donc c'est un beau lancement, et on va s'efforcer de continuer notre travail avec donc plusieurs échéances. Un comité de parrainage qu'on va essayer de former avec des élus de sensibilités diverses et des élus des différentes collectivités locales et du Parlement européen, avec un groupe de travail donc, notamment d'acteurs académiques qu'on a évoqués, hein, la Maison de l'Europe de Nantes, la MSH, Alliance Europa, Sport et Citoyenneté, des universitaires divers et variés, donc il y a ce réseau-là aussi qui est en train de se monter. Cette première réunion qui aura lieu lundi ou mercredi à la région, avec la vice-présidente en charge des affaires européennes. Cet événement au Parlement européen de Bruxelles en octobre. Et ce travail qu'on va aussi continuer dans le cadre des municipales qui arrivent, puisque c'est par du principe aussi que c'est le futur président de la métropole qui aura le mot final. Donc c'est un travail qu'on va entamer dans le cadre de la campagne des élections municipales qui sont en train de s'ouvrir. Voilà. Merci à vous. Merci.